Voilà, nous sommes presque arrivés au terme de ce voyage autour de ces 7 facultés qui caractérisent la richesse de l'UNIL. Et c'est à Madame Christine Grossen que revient l'honneur de terminer, de conclure ces présentations de thèse en 10 minutes. Madame Grossen vient de la faculté de biologie et médecine. Elle a soutenu sa thèse en sciences de la vie sur la détermination du sexe des animaux. Elle est actuellement chercheuse FNS au Centre sur la biodiversité de l'Université de British Columbia et elle nous vient spécialement de Vancouver, du Canada, pour participer à ces doctorales. Je lui cède la parole pour nous parler de gènes, environnement et sexe. Oui, ça marche. Ok, merci. Bonjour. D'abord tout, j'aimerais remercier aux organisateurs des doctorales pour tout, c'est vraiment chouette. Et puis à vous d'être encore là pour écouter cette dernière présentation. Alors, à ce stage de grossesse, c'est déjà décidé si ça va être un garçon ou une fille. C'est en fait déjà beaucoup plus tôt au moment de la fertilisation que c'est décidé. Et là, vous voyez le matériel génétique que nous tous portons au sein de nous. Et vous voyez aussi que chaque fois, pour chaque sorte de chromosome, il y a une paire. Et c'est parce qu'on hérite du père un jeu de chromosomes et puis aussi une autre paire de la mère. Et vous voyez aussi ici cette paire de chromosomes, c'est les chromosomes sexuels qui distinguent hommes et femmes. Vous voyez aussi ici un Y, alors c'est un garçon. Alors si c'est un XY, ça va être un garçon, et si c'est XX, ça va être une fille. Et c'est en fait exactement de la même façon que c'est décidé chez les autres mammifères. Chez les oiseaux, c'est très similaire, mais dans ce cas ici, c'est la femelle ici qui a 2 chromosomes sexuels qui sont différents. Vous avez déjà vu le Y ici, il est très petit. On voit ça aussi sur cette image ici. Peut-être vous avez déjà entendu dire « Oh, le Y il dégénère, peut-être on va le perdre dans des milliers d'années. » Mais c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que le Y il dégénère? Pour répondre à cette question, il faut d'abord se demander mais pourquoi est-ce que le X il a cette grande taille? Pourquoi est-ce que le X il est intact? Et pour ça, en fait, la recombinaison elle joue un rôle très important. La recombinaison, c'est l'échange de matériel génétique. Donc, vous voyez ici, de nouveau, c'est une paire de chromosomes. Donc, un chromosome vient du père, l'autre vient de la mère, et puis il y a un échange de matériel génétique, et puis on a ça. Donc, vous pouvez vous imaginer, si moi je vais avoir un enfant peut-être, le matériel génétique que moi j'ai de mon père va être mélangé avec le matériel génétique de ma mère, et puis c'est ce que moi je vais hériter à mon enfant. Donc, ça sert à quoi? Si vous vous imaginez qu'on a des mutations sur ces chromosomes, en vert, vous voyez des mutations bénéfiques, en rouge, c'est une mutation délétère. Alors, ce serait assez pratique de juste garder les mutations bénéfiques et puis d'éliminer les mutations délétères. Et c'est justement ça que la recombinaison elle peut faire. Alors, on a la recombinaison qui marche sur les chromosomes X, on sait, parce qu'ils sont intacts, mais apparemment, il y a un problème pour le chromosome Y, et c'est dû au fait qu'il y a une zone qu'on appelle la zone non recombinante. C'est une zone où il n'y a pas de recombinaison, et c'est pourquoi. C'est en fait dû au gène sexe-antagoniste qui défavorise la recombinaison. Et pour expliquer ce que c'est des gènes sexe-antagonistes, les guppies ici, c'est un bon exemple. Vous voyez en rouge, tout beau, le mâle qui attire les femelles avec sa couleur, mais en même temps, la femelle, elle est seulement brune. Et c'est parce que si tu es trop rouge, tu n'attires pas seulement des femelles, mais aussi des prédateurs. Et puis, pour la femelle, c'est clair que ce n'est pas vraiment très pratique. Donc, il y a ici le conflit
que le Y et le X ne veulent pas trop recombiner parce que les femelles, elles ne veulent pas avoir ces gènes rouges. Alors, il y a ce problème-là, il n'y a pas de recombinaison entre X et Y, il ne peut pas éliminer les mutations délétères, et puis il dégénère, c'est ce qui se passe, merci, avec le chromosome Y des humains. Et un cas extrême, c'est ces rongeurs ici qui ont déjà perdu le Y. Mais l'espèce, elle vit encore parce qu'ils ont trouvé une autre façon pour déterminer le sexe. Mais pas tout le monde a ce problème de Y qui devient de plus en plus petit. Il y a cette espèce ici d'amphibien, la rainette, c'est en fait une rainette, une espèce que vous trouvez ici aussi dans les étangs autour de Lausanne. Et puis, il y a des chercheurs qui ont trouvé qu'en fait, cette rainette, elle a aussi un système XXXY, comme nous on l'a, mais le Y, il a exactement la même taille comme le X, donc apparemment, ils n'ont pas ce problème. Et ce n'est pas la seule espèce, il y a en fait beaucoup plus d'espèces qui n'ont pas ce problème. Et on s'est rendu compte que c'est en fait les vertébrés en sang-froid qui en général n'ont pas ces chromosomes sexuels qui dégénèrent. Et les vertébrés à sang-froid, vous avez peut-être déjà entendu dire ça, c'est des vertébrés, c'est des espèces dont la température corporelle, elle dépend de l'environnement. Donc, si c'est froid, leur corps va aussi être froid. Et je vais revenir à cette observation un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce que ces vertébrés à sang-froid peuvent faire pour ne pas faire dégénérer le Y? Mon directeur de thèse, Nicolas Perrin, il a proposé une hypothèse pour expliquer ça. Donc ici, on a un individu XY, c'est un mâle, alors il ne recombine pas entre XY. Mais des chercheurs ont trouvé qu'en fait, si c'est possible d'avoir un individu XY qui va être une femelle, la recombinaison du coup va être possible et puis les mutations délétères peuvent être éliminées. Donc, on pourrait attendre qu'il y a de la recombinaison qui tend vers les inversions de sexe pour éliminer les mutations délétères, mais c'est deux forces opposées en équilibre parce qu'il y a l'autre force, c'est les gènes sex-antagonistes qui ne veulent pas avoir trop d'inversion de sexe. Parce que, ouais, j'ai déjà expliqué ça. Et puis, dans ma thèse, un chapitre, j'ai fait des simulations pour investiguer les dynamiques de ce processus. Et puis, j'ai montré que c'est seulement très peu inversions de sexe, donc très peu femelles XY qui sont assez pour maintenir un Y qui est intact. C'est en fait seulement à peu près une femelle tous les 5 générations. Et puis en plus, on pouvait aussi montrer que la rainette, c'est très probablement un exemple pour une espèce qui utilise la fontaine de jouvence pour maintenir un Y qui est intact. On a fait ça en utilisant des méthodes génétiques et aussi en comparant, désolé mon français, en comparant avec d'autres espèces de rainettes en Europe. Alors, il y a beaucoup d'espèces qui déterminent leur sexe avec des chromosomes sexuels. Il y a même des espèces qui utilisent 2 systèmes de détermination de sexe différents dans des populations différentes. Mais il y a encore beaucoup plus que ça. C'est assez intéressant, en fait. Donc, cette espèce de tortue que vous voyez ici, il n'y a pas vraiment des différences génétiques entre mâles et femelles. Alors, ça doit être quelque chose d'autre. Et puis, quand on regarde la température pendant le développement des œufs de ces tortues, on se rend compte que pour de basses températures, c'est que des mâles qui sont produits. Pour des températures intermédiaires, c'est 50-50 mâles et femelles. Et pour des hautes températures, c'est que des femelles qui sont produites. Alors, j'ai déjà dit, donc c'est pendant le développement de l'œuf que ça se passe. Donc, si à un certain moment c'est chaud, il n'y a que des femelles qui sont produites. Alors, il y a la température aussi ici. Il y a d'autres espèces qui déterminent le sexe avec la température, par exemple les crocodiles. Et ça devient encore plus intéressant parce qu'il y a en fait des espèces qui déterminent leur sexe en utilisant des gènes, mais en même temps aussi l'environnement.
Il y a beaucoup de gens qui pensent que la détermination de sexe par les gènes ou par la température, c'est deux processus qui sont complètement différents. Mais en fait, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et puis, on a décidé de développer un modèle général pour la détermination du sexe. Et ici, de nouveau, j'aimerais mentionner, vous voyez cette grande diversité de systèmes de détermination de sexe, pendant que ici, c'est plutôt ennuyant. Et puis, toutes ces espèces ici, c'est des vertébrés à sang froid, alors c'est des espèces dont la température corporelle, elle dépend de l'environnement. Alors, pour notre modèle, on a utilisé un trait quantitatif. Donc, vous pouvez vous imaginer un hormone masculinisant qui... j'étais là, pardon. Et puis, la quantité de cette hormone, elle est les deux influencés par les gènes et aussi par l'environnement. Alors, c'est un trait quantitatif. Et puis, en plus, on peut ajouter un seuil. Et puis, si la quantité d'hormones est en dessous de ce seuil, ça va être un mâle et femelle en dessous. Et alors, on appelle ça un trait-seuil. Avec ce modèle, on était capable d'expliquer ou de décrire d'où cette grande diversité de systèmes génétiques et aussi environnementaux. Et en plus, on pouvait expliquer comment des transitions entre différents systèmes peuvent arriver et aussi... je suis désolée, je ne suis pas très douée avec ce machin. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'on peut donner une explication comment des inversions de sexe pourraient être déclenchées pour avoir la recombinaison et maintenir un Y qui est intact, comme par exemple observé chez la rainette. Et pour conclure, j'aimerais juste faire une petite remarque qu'il y a aussi des conséquences pour la biologie de conservation ici. Donc, avec le réchauffement climatique, il ne faut pas beaucoup de degrés pour aller de cette zone où c'est 50-50% mâles et femelles, à une zone où c'est que des femelles qui sont produites. Et je ne dois pas expliquer pourquoi c'est un problème. Et quelque chose qu'on tend d'oublier ici, c'est aussi les espèces qui normalement déterminent leur sexe avec les gènes, dont la sex ratio ou la quantité mâle et femelle est indépendante de la température pour un grand range de température, pendant que quand on augmente la température, du coup, on a seulement des femelles. Donc, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas oublier. Là, de nouveau, ce lézard ici, c'est un vertébre à sang froid. Et puis, j'aimerais conclure j'aimerais remercier à mon directeur de thèse pour avoir été un excellent superviseur, et puis à tous mes collaborateurs, et puis à vous pour être venus et rester si longtemps. Merci. Merci Christine. Il nous reste quelques minutes pour une ou deux questions. Tout au fond de la salle. I hope it's okay if I speak in English, Oh, otherwise sure, it no will be a problem. total mess. Yeah, I heard of, I was reading studies and gender studies where the phenotype is not in correspondence to the genotype of the species, so that in human beings, for example, there were students in biology in the US and they were extracting their own chromosomes, and then they found out, they have the wrong chromosomes. Did you hear of that, and do you know, like, how do you make sense of this? Yeah, it's possible. Sorry. Oh, je devrais répondre. C'est OK si je réponds en français? Oui, oui. Ah non. Alors, je réponds avant la question et puis je réponds en français ou anglais, je ne sais pas.
en français. Alors la question c'était, si j'ai bien compris, qu'elle a entendu, ou c'est même une étude que, bon, de toute façon. Foster Sterling, that's Anne Foster Sterling, biologist at Brown University, I don't know. Ok. Donc, il y a des gens qui ont testé leur chromosome sexuel et puis donc leur génotype. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était des femmes qui étaient XY, et puis l'inverse aussi. Et puis, alors aussi des hommes XX. Alors, leur génotype sur le chromosome sexuel ne correspondait pas avec leur sexe phénotypique. Et puis, alors, ce que moi je sais, que j'ai déjà lu, c'est qu'il peut y avoir des femmes qui sont XY parce qu'il y a des mutations délétères sur le Y qui font un homme. Donc, il y a des... Est-ce que c'est clair? Donc, il y a des fautes sur l'Y qui ne font... Alors, ça ne va pas être un homme et une femme. Mais dans ce cas-là, normalement, ces femmes ne peuvent pas avoir des enfants parce qu'elles ne sont pas fertiles. Dans l'autre sens, je ne suis pas sûre. Moi, je ne connais pas des cas comme ça. Peut-être quelqu'un d'autre ici. Parce que normalement, tu as besoin du SRY et c'est un certain gène qui fait que tu es un homme. Peut-être, Nicolas, tu sais plus? Ça arrive aussi dans le sens inverse. Tu sais pourquoi? Des fois, il y a des recombinaisons. Merci bien. Des fois, il y a des recombinaisons entre XY, parce que le SRY dont tu parles, il est tout près de la zone qui recombine. Et donc, tu as le SRY qui passe sur le X. Et donc, tu peux avoir un X avec le SRY. Ok. Ça arrive, oui. Alors, c'est de la recombinaison qui est très rare entre XY aussi chez les humains. Ok. Merci. Un dernier commentaire. Non, c'est juste un commentaire for your concern. C'est une anomalie qui existe, qui est décrite en médecine en tout cas, et qui s'appelle le testicule féminisant, qui est un XY avec un phénotype féminin, mais des chromosomes masculins. Alors, la raison pour laquelle ça arrive, je ne sais pas, c'est peut-être qu'il y a des mutations délétères effectivement sur le Y. Mais le phénomène est connu en tout cas. Oui, ok. Merci. Je remercie donc Christine pour cette présentation qui clôt ce cycle de présentation de cette thèse réalisée dans le cadre de l'université.